Bonjour à tous, je pense que l'image va bientôt apparaître. Je vais me présenter très rapidement. Donc Adeline Arnaudot, moi je suis en charge du projet du Bricotech dont je vais vous parler en suivant. Et d'une façon générale, je suis responsable adjointe du service déchets de la communauté de communes de l'île d'Oléron, pour toute la partie prévention, sensibilisation. Donc je vais avoir un regard porté beaucoup plus vers le déchet, plus que vers tout ce qu'on parle depuis tout à l'heure sur tout ce qui est architecture et urbanisme. Donc je vais vraiment aborder le thème du réemploi sous un autre angle et un petit peu plus dédié aussi aux particuliers. Alors le support, c'est uniquement des photos pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de ce qui s'est passé. Le projet a été initié il y a à peu près 2 ans et l'ouverture du Bricotech, donc, qui est un lieu un peu mixte, qui est à la fois un magasin de vente de matériaux de seconde main et à la fois un atelier partagé où on souhaite accueillir, où on accueille, parce que c'est déjà en route, où on accueille des personnes particulières, des associations, sur un espace où il y a des outils, des machines stationnaires, de l'électroportatif, vraiment axé sur le bricolage. Voilà. Donc la première étape, de toute façon, pour alimenter un magasin de vente de matériaux, donc c'est la collecte et la constitution du gisement. Donc on a démarré et on est toujours dans cette logistique-là. On a démarré la collecte via les déchetteries. Donc on a, nous, la chance, puisqu'on est le service déchets de la collectivité, d'avoir accès au gisement très facilement, en tout cas le gisement du particulier et du professionnel, donc ce qui est un atout quand même assez majeur dans ce genre de projet. Donc on a fait l'acquisition d'un véhicule 20 mètres cubes avec haillons. Et ensuite, en déchetterie, en fait, il y a un espace qui est dédié pour le réemploi des matériaux, de la même façon où il y a déjà en place depuis de nombreuses années un espace dédié au réemploi des objets. Donc la population est déjà sensibilisée sur le réemploi d'une manière générale. Donc là, on apporte une nouvelle chose avec le matériau. Alors ensuite, il a fallu trouver un lieu de stockage. Donc on a beaucoup parlé depuis ce matin, les lieux de stockage divers et variés, qui sont plus ou moins éphémères, et la recherche du foncier qui est de toute façon très difficile, je pense, sur tous les territoires. Sur l'un de nos sites d'exploitation, qui se trouve à Dolusse-d'Oléron, on avait un espace semi-couvert vide. Donc là, en fait, vous voyez, au fond, on est sur des casiers de stockage de végétaux pour du compostage. Donc on est vraiment en coactivité avec plein d'activités sur le site, ce qui génère aussi pas mal de contraintes. Mais en tout cas, on avait un espace libre et disponible. Donc on a fait en sorte de le fermer à peu près, de le fermer, oui, complètement, même s'il n'est pas complètement étanche à la poussière. Donc d'où la problématique de coactivité sur les 2 lieux. Donc il y a eu toute une phase de travaux qui a démarré en octobre 2022 et qui s'est terminée avec un petit peu de retard, du coup fin avril 2023. Donc on a pu ouvrir en juin 2023. Donc voilà, les différents aménagements à l'intérieur. Donc là, vous voyez un petit peu, donc on a fait du bardage, on a remplacé le bardage bois par de la tôle. Et puis au fond, pareil, on a bardé avec une partie tôle et une partie plexi pour avoir un petit peu de lumière dans ce bâtiment qui allait être assez sombre. Et puis on a au fur et à mesure aménagé avec des racks de stockage, et on s'est outillé aussi pour toute la partie logistique et manutention qui est dans la gestion que ce soit un magasin de vente de matériaux, une plateforme de stockage, etc., qui est quand même il y a énormément de manutention forcément, et l'idée c'est pas de reprendre 10 fois le même matériau pour le replacer à
à 10 endroits différents parce que c'est quand même physiquement assez contraignant. Donc on a réfléchi en amont à tout ça. Donc là, au fur et à mesure, vous allez voir les photos avec les rayonnages qui se remplissent. Donc on a vraiment une grande partie que vous voyez sur la première photo de gauche. Et à l'intérieur, vous avez sur la partie de droite deux portes qui sont ouvertes, et ce qui correspond aux deux autres photos qui sont à côté. Donc on a un grand espace ouvert d'accueil et un petit espace intérieur avec du rayonnage, avec des matériaux un petit peu moins encombrants. Donc là, vous pouvez voir différentes choses. On a, comme je vous ai dit, le flux à 98%, je vais dire ça, même si je ne l'ai pas vraiment calculé, mais là, pour l'instant, visuellement, c'est celui-ci. Il provient des particuliers via nos 3 déchetteries. Pour l'instant, c'est notre flux principal. Et depuis, on a commencdonc à collecter en octobre. Et à ce jour, on a rentré en stock, tout ce qui est rentré en stock, on est à 67 tonnes depuis donc, octobre 2022, sachant qu'on a un petit stock tampon qui n'est pas pesé, qu'on pèse une seule fois à l'entrée en magasin pour éviter, encore une fois, de rebouger les matériaux 50 fois. Donc on est à peu près, si on rajoute le petit stock tampon, je pense qu'on est à 75 tonnes à peu près de gisement. Et sur la revente des matériaux, à ce jour, on est à 55, à fin octobre, parce que je fais toutes les fins de mois les retours. On est à 55 tonnes de matériaux revendus. Voilà. Donc principalement, on est encore sur de la revente avec des particuliers, parce que là, clairement, sur le professionnel, vu le peu de quantité qu'on a par matériau, c'est compliqué que ça puisse intéresser un pro. Parfois, ils commencent un petit peu à venir nous voir sur la vente pour des choses très spécifiques qui ne se font plus forcément. Donc, ils arrivent à retrouver des petites choses, des raccords de plomberie, des tuiles qui ne se font plus. Enfin, voilà, ce genre de petites choses, en tout cas pour le pro. Et pour le gisement, parce que j'étais partie sur cette thématique-là au départ d'apport, on est sur le site où se trouve le Bricotex, c'est donc, comme je vous ai dit, un site d'exploitation pour la collectivité, où on accueille une déchetterie professionnelle. Donc on voit passer les artisans tout le temps. Donc nous, l'objectif, c'était de mettre le magasin à cet endroit-là stratégiquement. C'était que les professionnels puissent faire un stop avant de rentrer sur la partie déchets, de nous déposer les objets encore en bon état. Pour l'instant, ça ne se passe pas comme ça, parce que le monde de l'artisanat est quand même compliqué. Mais petit à petit, on va y arriver. Et là, on commence un petit peu à avoir quelques retours de pros. Et on sait que quand les pros vont commencer à jouer le jeu, on ne va plus être sur les mêmes volumes. Et en termes de capacité, il va falloir bien gérer les stocks et bien gérer le rangement. Voilà. Merci, globalement. Merci. Et d'ailleurs, je crois que vous êtes déjà les 3, non Pas terminé, ouais. En fait, oui, c'est vrai que j'avais d'autres d'autres visuels. Donc ça, on a aussi un peu investi l'extérieur qui n'était pas forcément prévu. Mais on prend un petit peu tout ce qu'on peut. Comme ça vous donne un exemple aussi de ce qu'on peut avoir comme produit. Tout ce qui est dallage extérieur fonctionne énormément chez le particulier. Les pierres de pays aussi, forcément. Les volets en bois, notamment. Et là, c'était un petit focus sur l'espace atelier partagé. Donc, je vous disais tout à l'heure, on a à ce jour à peu près une vingtaine d'adhérents. Et ça fonctionne tout doucement, mais c'est pareil, ça va monter en puissance, où on propose aussi un petit peu d'animation et pour que les personnes puissent s'initier au bricolage. Voilà. Là, c'était une mangeoire à oiseaux. Et là, l'extérieur, du coup, on est un peu investi sur les côtés. Et je crois que c'est la dernière. Voilà. Merci à vous. Merci, Aline. Voilà. Je vais passer tout de suite la parole à France Brunel, qui est donc qui a créé Puzzle AMO en 2019 et dont vous vous présentez comme une AMO généraliste.
Tout à fait. Mais justement, vous avez été amené à vous atteler à la question du réemploi sur le groupe scolaire Lavoisier, qui est situé à La Rochelle. Et est-ce que vous pouvez nous aider, s'il vous plaît, à installer le PowerPoint, la technique? En fait, donc voilà, moi j'ai créé Puzzle AMO en 2019 à l'issue de 15 années en fait sur le territoire de la Charente-Maritime dans différentes structures. L'idée c'était de poursuivre mon parcours professionnel en tant que conducteur d'opération, chargé d'opération. Et avec beaucoup de chance, la ville de La Rochelle m'a sollicité à peu près en 2020 pour ce beau projet que vous voyez, qui est donc la réhabilitation de la Cité de la Nature et des Sciences Lavoisier à Villeneuve-les-Salines. Le projet, dès le départ, en fait, il avait une forte connotation de réemploi. En tout cas, la maîtrise d'ouvrage avait souhaité donc reconstruire une école sur site, puisque avant d'avoir ce visuel-là, en fait, on avait une école qui était existante. Ouais, je veux bien. Et donc déjà, la première phase de réemploi, elle était déjà là, en fait, la première fondation de réemploi. Mais, enfin, je vais reparler de ce projet, mais je sais que le CAUE a fait déjà 2 visites. Il y en a beaucoup dans la salle qui ont déjà visité le bâtiment. On en a beaucoup parlé. Donc la volonté de la maîtrise d'ouvrage, elle était déjà en socle, elle était déjà là. C'était de se dire, on conserve le bâtiment, on conserve la majorité de ce bâtiment et on essaye de reconstruire sur ce bâtiment qui était en poteau-poutre et qui était en béton. Et on vient seulement le réhabiller en structure bois. Donc déjà, il y avait cette volonté de réemploi. Le Covid est passé par là, donc il y a eu une petite interruption en fait sur les études de conception. Et à l'initiative de Tipeee, qui était AMO Environnement sur le projet, à l'initiative de Tipeee, à l'initiative en fait aussi de la région Nouvelle-Aquitaine qui lançait un AMI sur le réemploi, en phase APD, nous sommes lancés dans une démarche de réemploi de matériaux et de diagnostic ressources. J'en ai parlé lors de la dernière visite, c'est vrai que c'était relativement tard dans l'avancement du projet. Donc, nous, ce qui a été déclencheur et ce qui a fait consensus au sein de l'équipe maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, c'était de se dire on va vers quelque chose qui est simple pour nous, qui est pragmatique, qui n'est pas assurantiel, surtout. Et avec ces 3 ingrédients-là, on regarde ce qu'on peut faire. On a été énormément aidé par notre AMO réemploi qui est Émeric Meunier de Rueuse, qui n'est pas là, mais qui nous a vraiment pris par la main et qui nous a accompagnés sur un délai très court sur le diagnostic ressources et sur ce qui était faisable. L'autre élément facilitateur, et on l'a évoqué dans cette matinée, c'est qu'on avait beaucoup de foncier, donc on savait qu'on avait une capacité pour stocker. Donc ça, c'est vrai que ça facilite les choses. Et puis, on a poussé en fait cette démarche assez sobrement et assez pragmatiquement jusqu'à aujourd'hui. Donc là, les matériaux sont en train d'être mis en œuvre. Et en fait, on s'est contenté de cibler, on parlait des clôtures, des sanitaires, parce que c'était facile, des cloisonnettes de WC, parce que c'était facile. Ce qui vraiment était facile pour nous à faire et qui ne nous représentait pas aussi dans l'esprit du code de la commande publique un obstacle. Et c'est un peu comme ça qu'on a pris le sujet. On s'est aussi imprégné très fortement de Rueuse et de ses méthodes, au point d'aller aussi chercher sur Agorastore, donc la plateforme d'enchères des collectivités, nos équipements pour stocker. Donc, on a stocké ces matériaux dans des conteneurs qui étaient sur site et qu'on est allé chercher à l'hôpital de La Rochelle. Donc, en termes de proximité et de ressources locales, on ne pouvait pas faire mieux. Et voilà, c'était en fait une drôle d'aventure, j'ai envie de dire, à la fois pour la maîtrise d'ouvrage qui nous a aussi donné toute l'attitude de faire. Et c'était une première fois pour la ville de La Rochelle. Pour la maîtrise d'œuvre aussi, qui a joué le jeu pleinement. Et pour moi, en termes de conduite d'opération, c'était une première. Et ça a été si facile, j'ai envie de dire, quand même, qu'en fait, nous, on s'est pris au jeu à Puzzle et on s'est dit, on va le faire sur d'autres opérations, toujours dans cet esprit un peu modeste. Et donc, on a encouragé nos maîtres d'ouvrage qu'on accompagne, la commune de Bourgneuf, on les a aussi pris par la main, on leur a dit, allez, c'est faisable, vous faites un équipement neuf, mais vous allez laisser un bâtiment avec des équipements, qu'est-ce qu'on en fait et comment on les réutilise. La commune de Saujon aussi, qui nous a fait confiance, on les a aussi emmenés dans cette démarche.
Et en fait, quand on arrive à leur présenter les choses assez simplement, en fait, assez pragmatiquement, en fait, ils ne sont pas effrayés, ils n'ont pas peur. On leur dit qu'il y a des solutions même au niveau du code de la commande publique. Et donc ils nous suivent, en fait. Et voilà, pas plus. Et ça se met en œuvre. Les entreprises nous suivent également. Et il faut dire que c'est vrai qu'on avait des éléments facilitateurs, je le redis, le foncier, parce qu'on a pu stocker. Et ça, c'est vrai des éléments qu'on peut identifier maintenant au démarrage d'un programme pour savoir si c'est faisable et si c'est facilement faisable pour la maîtrise d'ouvrage et pour pas que ça soit un obstacle pour la maîtrise d'ouvrage, en fait. Voilà. Merci. Merci. On retient la stratégie des petits pas. C'est ce que vous m'aviez expliqué. C'est complètement ça. Et du pragmatisme. Pragmatisme et petits pas, oui, tout à fait. Hélène Schwerer, c'est à vous qui va nous présenter les actions de Paris Habitat, qui est déjà sur le sujet depuis quelques années. Est-ce que vous avez besoin d'aide? En 2 secondes, ça va apparaître. Déjà, bonjour à tous et à toutes, et je remercie particulièrement le CAE de Charente-Maritime de m'avoir convié à ce moment, et puis aux élus de nous accueillir dans cette ville de Saintes. Merci beaucoup. Juste quelques mots rapides pour dire ce qu'est Paris Habitat. Donc, je suis directrice générale adjointe en charge de la maîtrise d'ouvrage et du développement, comme le disait Cyril Véran tout à l'heure. Donc, Paris Habitat, c'est le bailleur, c'est l'office public HLM de la ville de Paris. Donc un vieil office, hein, et on se définit comme bailleur social global, puisqu'on fait aussi bien l'aménagement que la gestion. Donc juste quelques chiffres, je ne vais pas vous assommer de mes chiffres, mais avec une grosse faute d'orthographe que je découvre, c'est plus de 125 000 logements sociaux, donc 95% dans Paris intramuros. C'est au total un Parisien sur 9 qui vit au sein de notre patrimoine, et 285 000 pratiquement aujourd'hui habitants. C'est aussi une spécificité par rapport à d'autres bailleurs, c'est qu'on a une forte attractivité de nos pieds d'immeuble avec plus de 4300 commerces, mais aussi des équipements publics, hein, petite enfance, crèche, équipements sportifs, jardins, plus de 40 000 places de stationnement, des surfaces énormes végétalisées, bâties, puisque à Paris, il y a une forte volonté bien sûr de développer la biodiversité, et plus de 107 hectares d'espaces verts. Je ne sais plus. Je vois rien. Voilà. Donc vous disiez, madame, tout à l'heure que aujourd'hui on fait avec. Oui, on fait surtout avec, nous, quand on est Paris Habitat, un bailleur global, un bailleur social qui a pour objectif de loger dans le meilleur cadre de vie possible et à des prix abordables des personnes qui malheureusement ne pourraient pas vivre dans notre ville. Voilà, on est tous confrontés aujourd'hui à des problèmes d'offres et d'adéquation entre les ressources des personnes et la réalité des loyers. Donc on fait bien sûr avec le contexte et de plus en plus, on fait avec le patrimoine, quand on travaille à Paris Habitat, mais on est, voilà, je peux dire, ça impose à nous, mais c'est normal de travailler avec le patrimoine, de plus en plus la nature. Le budget, on sait tous qu'aujourd'hui les budgets sont de plus en plus contraints. Je ne vais pas faire un point spécifique sur voilà, les problèmes du logement social et le désengagement de plus en plus fort de l'État pour aider les bailleurs sociaux à financer. Donc nous, peut-être une spécificité, c'est qu'aujourd'hui, avec les objectifs importants qu'on a de développement d'offres nouvelles pour répondre aux besoins des habitants en termes de logement, on ne vend pas notre patrimoine. Donc on reste propriétaire sur le très très long terme de nos logements sociaux. Donc à chaque fois qu'on investit 1 euro, alors aussi on n'est pas à but non lucratif, hein, clairement on gagne 1 euro, on le réinvestit. Donc c'est vraiment l'idée de se dire que quand on investit en réhabilitation comme en développement d'offres nouvelles, on est en coût de revient global et sur le long terme. C'est pas juste nous dire one shot, on construit et on part, mais on est responsable pendant des décennies de ce qu'on développe. Bien sûr, je dis toujours aux équipes, il faut faire preuve d'inventivité, de frugalité, que globalement, la transition environnementale, c'est des sujets qu'on porte depuis très longtemps. Donc, je dis toujours, c'est 14 des 17 objectifs
de l'ONU qu'on porte à travers tous nos projets. Et bien sûr, le réemploi et la réutilisation font partie prenante de nos métiers. Juste un petit zoom, on parlait tout à l'heure déjà, le réutiliser, c'est déjà travailler avec le patrimoine existant. Donc on a peut-être une spécificité à Paris Habitat, c'est qu'on est propriétaire de biens qui vont du XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Donc cette question de mutation, de réhabilitation, elle fait partie de notre quotidien. Les équipes, chaque fois, se posent la question de jusqu'où on va pour ne pas démolir, s'opposer bien sûr à la démolition. Moi, je suis un peu plutôt contente de me dire qu'aujourd'hui, si personne ne remet en question la réhabilitation des patrimoines anciens avant le XXe siècle, aujourd'hui, heureusement, tout le monde s'empare de ces immeubles récents, contemporains, qu'aujourd'hui, modernes, dits modernes, qu'on réhabilite. Donc, ces sujets, on les porte depuis longtemps. On est un peu à l'initiative de la réhabilitation type Bois-le-Prêtre avec la salle Lacaton. Aujourd'hui, c'est la Tour des Poissonniers avec l'équipe AUC. Alors, je ne vous dis pas que c'est facile puisqu'il a fallu qu'on se batte, je le dis, contre l'ANRU qui voulait à tout prix qu'on démolisse ces immeubles qui avaient été palulosés dans les années 90, donc qui avaient perdu toute leur identité, et qu'aujourd'hui, on retravaille sur la mutation de ces patrimoines. Donc, je pense que c'est des choses importantes. Donc, juste vous dire aussi rapidement que les sujets de transition environnementale et d'économie circulaire font partie des politiques objectifs de Paris Habitat depuis de nombreuses années, bien avant la réglementation. Donc, à travers, vous parliez tout à l'heure des certifications, des chartes, donc c'est la charte Démoclès. C'est aussi un partenariat qu'on a mené avec Saint-Gobain pour la récupération des verres plats avant même qu'on signe un partenariat là, cette année. C'est aussi des opérations qu'on a voulu expérimentales. Alors, on a mené une opération dont je n'ai peut-être pas assez illustrée, mais qui est l'acquisition d'un bien de l'État, la caserne de Reuilly, donc était là aussi l'idée de transformer un bâti de casernement et de bureaux en logements sociaux et logements intermédiaires et une VFA inversée, et aussi de construire. Donc très très en amont du projet. Donc dès 2015, en même temps entre guillemets que le choix du maître d'œuvre urbain et en même temps après que les choix des 6 équipes de maître d'œuvre, on a missionné Rotor pour nous faire un diagnostic justement de tout ce qui pouvait être employé, réutilisé. Alors ça a été des gravats récupérés pour créer la base vie pour le chantier qui a fait qu'on a fait une économie sur le premier lot. Ça a été aussi tout un travail justement commun avec les maîtres d'œuvre, avec Rotor, pour définir quels sont les, entre guillemets, les composants qui pouvaient être réemployés ou réutilisés. Donc là, vous voyez le réemploi, bien sûr, c'est tous ces radiateurs en fonte qu'on a pu purger, remettre en état, mais c'est aussi tous ces... Alors, il y avait les bureaux des militaires avec des placards en chaîne, donc on les a récupérés pour les logements sociaux. Et ben voilà, je ne sais plus, à nouveau, c'est sûr. Merci. Et puis, il y a aussi eu de la réutilisation, donc c'est aussi un moment assez sympathique, puisqu'il y a une partie des logements qui sont dédiés à des étudiants, donc on a travaillé aussi avec le Crous sur comment on pouvait développer du mobilier pour les jeunes, et puis aussi récupérer des porte-palières qui sont issus du patrimoine de Paris Habitat Social pour faire du mobilier meublant dans les logements sociaux. Et entre autres, il y a un truc qui marche très bien, c'est les meubles de cuisine. Voilà. Donc ça, c'était la première. Et fort de cette expérience, puisque là, les maîtres d'œuvre, du coup, les 6 équipes ont intégré dans l'ensemble de leur marché du réemploi ou de la réutilisation, et qu'on a pu travailler avec eux les premiers marchés où on a introduit ces clauses justement, entre guillemets, liées à l'économie circulaire. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est un peu un vieux projet, puisque ça a été livré en 2020-2021. Mais ça nous a permis surtout de dire qu'il faut qu'on développe une autre méthodologie, une autre façon de fonctionner à Paris Habitat. Alors, je ne vais pas vous assommer des chiffres, mais globalement, aujourd'hui, le plan stratégique de patrimoine, c'est un investissement en 2019-2028 de 1,4 milliard. Et en termes de développement offre nouvelle, aujourd'hui, les équipes avec qui je travaille au quotidien, mes équipes, c'est 1,2 milliard pour le développement de l'offre nouvelle. Voilà, donc les budgets sont conséquents et ça méritait vraiment qu'on mette en place une vraie méthodologie. Donc, fort de ces expériences, on a postulé à un programme européen, Charme, voilà, donc sur 2019-2023. Donc c'est, entre guillemets, en partenariat avec d'autres bailleurs, alors plutôt du nord de l'Europe, qui sont peut-être un peu plus en avance que nous sur ces sujets, bailleurs sociaux. Et entre autres, nous, donc on a eu des financements, des subventions de l'Europe pour pouvoir, d'une part, mettre en place une méthodologie du réemploi, de l'économie circulaire à travers tous les métiers de la maîtrise d'ouvrage de Paris Habitat, parce qu'il y a, moi, entre guillemets, mes équipes, maîtrise d'ouvrage classique, mais il y a aussi, surtout,
tous les collaborateurs qui, au quotidien, entretiennent le patrimoine. Et là aussi, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros chaque année. Donc ça, une méthodologie, se dire aussi qu'on utilise des sites démonstrateurs pour un peu étudier, adapter les marchés, que ce soit pour les maîtres d'œuvre comme pour les entreprises, et puis, bien entendu, mettre en œuvre, développer une plateforme pour le réemploi. Alors, dans les sites démonstrateurs, donc on a choisi des opérations tant en offre nouvelle qu'en réhabilitation. Juste rapidement, donc là, par exemple, c'est une opération de réhabilitation qui est en cours de travaux dans le 13e arrondissement, ce qu'on appelle des habitations bon marché qui ont été construites. Alors, celui-là a été construit en 1922 de mémoire. Et donc là, il y a eu un gros travail. Alors là, c'est l'architecte qui a eu la mission de diagnostic et de proposition. Donc, Xavier Brunkel. Donc là, il y a eu aussi un travail, je trouve, aussi intéressant parce que maîtrise d'ouvrage, on est souvent, entre guillemets, on est acquis à ça. C'est comment aussi, alors on a une spécificité, c'est qu'on a une régie ouvrière. Donc on a sollicité cette régie ouvrière et entre autres les verriers, les serruriers, mais surtout les menuisiers, à travailler avec le maître d'œuvre pour préfigurer le marché d'entreprise. Et en l'occurrence, alors là on est sur un bâtiment assez atypique, c'est partie des logements, les premiers logements sociaux qui accueillaient à l'époque les gens à la rue, donc qui vivaient dans les bidonvilles, donc des logements sans confort. Et encore aujourd'hui, les habitants qui sont là, souvent des ressources très fragiles. Donc on a travaillé aussi avec eux dans le cadre de l'habitation, parce qu'on travaille en milieu vide, avec des systèmes d'opération tiroir, à travailler sur ce qui leur manque le plus. Donc là, en l'occurrence, c'est des meubles de cuisine, éviers et au-dessus des éviers. Et il y a d'autres mobiliers qui sont en cours. Donc c'est la régie de Paris Habitat qui a mis en œuvre tous les prototypes qui ont permis à l'entreprise aujourd'hui attributaire du marché de chiffrer. Donc voilà, et se dire aussi qu'un meuble de cuisine en sous-évier, on aurait pu l'acheter sans doute moins cher sur le marché, il faut être clair, bon de commande. Néanmoins, au bout de 2 ans, 3 ans, on sait tous qu'on les change parce qu'ils ne tiennent pas. Là, c'est du chêne, c'est plein, c'est nickel, voilà. Et en plus, je pense qu'il y a une relation du coup de l'habitant avec son mobilier peut-être un peu plus respectueuse. Et en plus, c'est prouvé aux gens que là où ils vivaient, c'est pas tabula rasa. Il y a des éléments qualitatifs. Et ça aussi, c'est important, je pense, dans pour l'identité des habitants. Là, c'est alors un autre projet, Charme, toujours le même architecte. Il a une vraie appétence. Donc là, on a travaillé avec pareil, sur une caserne dans le 16e arrondissement qui est en cours de travaux là, actuellement, où on a du logement social, une crèche, une PMI, un centre d'hébergement d'urgence et une pension de famille. Et là, on a fait tout ce travail aussi avec l'architecte de diagnostic des matériaux, des composants qu'on pouvait récupérer. Et comme ce site a été occupé pendant 3 ans par Aurore, qui faisait de l'accueil de demandeurs d'asile, de réfugiés, de SDF, on a travaillé pareil avec la régie, donc de Paris Habitat, sur des prototypes de mobilier et on a formé des demandeurs d'asile. L'atelier de menuiserie avait été créé sur place. Voilà. Et donc, on a réintroduit dans nos marchés d'entreprise des clauses d'insertion, parce que je pense qu'aussi l'insertion, c'est très bien, mais si on n'arrive pas à la qualifier, je ne vois pas l'intérêt. Donc, aujourd'hui, on demande à ce que l'entreprise, ces heures d'insertion, elle la dédie à des métiers de formation, entre guillemets, autour du réemploi, qui sont quand même des métiers aussi beaucoup plus qualitatifs, si on veut former des compagnons, voilà. Et on sait tous qu'on a un manque de main-d'œuvre sur ces sujets qualifiés. Et puis, parce qu'il n'y a pas que la maîtrise d'ouvrage, c'est aussi des marchés à bonne commande au quotidien pour le renouvellement des composants à la relocation ou parce que le logement, il faut être refait. Donc, on a travaillé aussi avec plutôt les équipes de proximité. C'est quoi un marché à bonne commande? Là aussi, quand l'entreprise ne vient pas juste cocher une case en j'ai remplacé le bac à douche et les WC et ça, c'est se dire que là aussi, on les forme à avoir un regard un peu attentif de ce qui peut être déposé, nettoyé et remis. Et là aussi, donc ça, c'est des marchés sur lesquels aujourd'hui on travaille. Voilà, donc, et puis je pourrais vous en parler des heures. Il faut que j'arrête vite. Donc là, aujourd'hui, on a mis en place une plateforme justement alors qui fonctionne beaucoup en interne, mais qui est ouverte bien sûr aux maîtres d'œuvre de Paris Habitat pour aller sélectionner quelques éléments, mais aussi aux entreprises qui auront des marchés, qui ont des marchés pour nous. Aujourd'hui, on a fait évoluer nos CCTP maîtres d'œuvre pour, entre guillemets, actionner systématiquement la mission diagnostic et proposition de réemploi d'économie circulaire. Aujourd'hui, on adapte aussi tous nos marchés travaux avec plus ou moins des clauses d'insertion liées à ça ou pas. Voilà. Donc, je sais que les grosses entreprises s'y mettent. J'espère que
les artisans ou les moyennes entreprises s'y mettent aussi, donc c'est des fois un peu plus compliqué. Voilà, donc je vous dis, je peux vous en parler pendant des heures. Le vrai sujet maintenant pour nous à Paris Habitat, avec les contraintes, c'est le stockage. Donc on a trouvé un lieu de stockage dans notre patrimoine hors Paris, à Malakoff, bien entendu en accord avec les élus de Malakoff, sur un parking désaffecté. Et c'est une plateforme qu'on va sans doute ouvrir aussi aux autres bailleurs et qu'on va sans doute mutualiser avec la ville de Paris. C'est plus simple. Donc tout à l'heure, la représentante de Plaide Commune a parlé de Bonneuil. Donc là, nous aussi, on travaille tous les jours avec Bonneuil pour récupérer des bouts de trottoir en granit, des pavés pour faire du pavé enherbé, tout ça. Voilà. Donc bon, je crois que j'ai fait un peu le tour. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, tous ces sujets sont complètement embarqués par les équipes de maîtrise d'ouvrage, mais aussi de proximité. Je pense qu'il faut qu'on fasse tous encore évoluer nos marchés. Je pense réellement quand on a un bailleur social, un vrai rôle aussi à jouer sur les filières de formation, d'apprentissage. Donc là aussi, ça serait bien que peut-être il y ait d'autres types de financement possibles. Et puis juste vous dire, puisque tout à l'heure vous parliez au-delà de ce qui s'impose à nous en termes de réglementation, de certification. Alors c'est vrai je le dis, travaille dans un contexte plutôt favorable, puisque la ville de Paris aujourd'hui nous aide énormément à financer toutes ces opérations. Là, je n'en cache pas, un plan de financement aujourd'hui en habitation, c'est en moyenne entre 25 et 35% de subvention de la ville. Et on a une ligne particulière économie circulaire avec l'équivalent de 65 € du mètre carré utile quand on fait ce type de projet en neuf comme en réa. Voilà, merci beaucoup. Merci Hélène Schwerer. On va rester au jeu d'acteurs. Donc là, nous avons trois présentations. Morgane, vous présentez cet après-midi des exemples, donc on va s'en tenir là pour ce matin. Je note, Hélène, dans votre présentation, qu'effectivement, il y a des architectes qui ont une appétence et une connaissance sur cette question de réemploi. Mais beaucoup d'architectes ne l'ont pas, et c'est là, vous, Morgane Moinet, du bureau d'études Remix, que vous intervenez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement, justement, comment vous pouvez accompagner les architectes sur ces missions? Ah, il n'y a pas de micro. Bonjour. Donc je me présente très rapidement parce que j'ai l'occasion de le faire plus en détail cet après-midi. Donc je m'appelle Morgane Moinet, je dirige un bureau d'études en réemploi des matériaux de construction qui s'appelle Remix. Et comme la nature de l'activité de la structure l'indique, on est un bureau d'études, donc on s'inscrit dans les équipes de maîtrise d'œuvre, entre autres choses, parce qu'on fait aussi de l'AMO, de la formation, mais notre cœur de métier, c'est de s'inscrire dans les équipes de maîtrise d'œuvre, comme un bureau d'études structure. Et vous attendez quoi du bureau d'études structure qui s'occupe de tous les problèmes liés à la stabilité? Nous, on s'occupe de tous les problèmes liés au réemploi. Et normalement, quand le BE structure a bien fait son taf, le bâtiment ne tombe pas. Et nous, si on a bien fait notre taf, il y a plein de matériaux de réemploi. Donc c'est aussi simple que ça, on fait les candidatures avec vous, on gagne les concours, et une fois qu'on a gagné je dis avec vous parce que j'imagine qu'il y a beaucoup d'architectes dans la salle, on fait les candidatures, on fait les concours, et puis une fois qu'on a gagné les concours, on met les mains dans le cambouis vraiment, et l'ensemble des questions que vous pouvez vous poser, notre métier c'est d'y répondre tout au long des études, de transcrire tout ça dans les cahiers des charges des entreprises, et puis après de s'assurer que les entreprises construisent bien le bâtiment tel qu'on l'a imaginé ensemble. Non, c'est pas compliqué du tout. Alors, quand même, juste une question, parce que vous existez, mais ça suppose qu'il y ait une ligne d'honoraires qui soit prévue par les maîtres d'ouvrage sur ce sujet-là. Est-ce que votre sentiment, là je pose la question à vous autour de cette table, est-ce que vous avez le sentiment que tous les maîtres d'ouvrage sont prêts, enclins à financer justement ces étapes de diagnostic, ça prend du temps, d'identification de la ressource? Alors, nous, en ce qui nous concerne, 100% des maîtres d'ouvrage avec lesquels on travaille sont d'accord de payer pour, sinon on ne bosserait pas avec eux. Mais après, il y a deux choses. C'est donc effectivement, nous, on travaille avec des maîtrises d'ouvrage qui ont décidé un jour de se doter de cette compétence-là. Et quand en revanche, il y a des maîtrises d'œuvre qui viennent nous chercher en disant « on voudrait faire une candidature avec vous, le réemploi n'est pas obligatoire et on doit répondre à 6%. » On dit ça va être compliqué parce que 6% avec un BE en plus, ça ne va pas marcher.
juste, nous on est rarement à 6%. Oui, Voilà. non mais Faut être clair que je depuis caricature, mais non, mais ça c'est. Je suis désolée, je vais faire un peu de. C'est souvent les promoteurs privés qui sont à 6%, mais nous, on a quand même Tout à fait conscience raison, globalement tout à fait raison. qu'aujourd'hui, on n'est jamais à 6%, on est plutôt même un peu au-dessus des 10%, qu'avec toutes les missions qu'on demande de plus en plus aux maîtres d'œuvre, autour de la biodiversité, autour de l'économie circulaire, autour aussi, entre nous, on le voit sur la réhabilitation, hein, tous les concertations, mais aussi en opération neuve, c'est le temps passé pour convaincre les riverains. Donc aujourd'hui, les honoraires ont quand même largement évolué. Voilà, mais c'est aussi le sujet de l'ordre des architectes, hein, de devoir à un moment valoriser tous ces sujets. Et on essaie de faire vraiment au mieux, de se dire que sur chaque mission, on arrive vraiment à bien identifier les besoins, parce qu'on sait tous que c'est en phase étude, qu'il faut vraiment mobiliser le maximum, entre guillemets, oui, d'honoraires aussi, parce que tout se fait là, à ce moment-là, et que cette phase d'étude, c'est pas là-dessus qu'on va faire des économies. Donc globalement, on tente vraiment, nous, à faire très très attention à ça, parce qu'autrement, c'est une catastrophe. Mais mon propos a peut-être été mal interprété. Ce que je voulais dire, c'est que les maîtrises d'ouvrage qui le font, qui arrivent à le faire et qui ont des résultats remarquables, comme les projets qu'on a vus ici, et notamment les projets de Paris Habitat, sont les maîtrises d'ouvrage qui sont conscientes qu'il faut rémunérer l'équipe de maîtrise d'œuvre pour cette compétence qu'on demande d'ajouter et qui le font. Et effectivement, nous, la majorité de nos opérations, on est plutôt à 12 qu'à 6. Hein. Et moi, je rajoute, évidemment, je partage le propos que Morgane a évoqué, côté AMO-BE, mais aussi, on peut rajouter qu'il y a aujourd'hui un léger perdant encore, c'est les architectes, maîtres d'œuvre, qui n'ont pas encore leurs honoraires revalorisés par la conception agile qu'on leur demande et la capacité à pouvoir adapter aussi toutes leurs consultations et tout ce que ça engendre comme échanges supplémentaires, tous les documents à changer peut-être plus souvent. Aujourd'hui, on n'a pas encore assez de recul sur qu'est-ce qu'une mission d'architecte qui inclut du réemploi. Et c'est intéressant que, au fur et à mesure, on arrive à savoir qu'est-ce aussi un projet un projet d'architecte avec le volet réemploi vraiment assumé. À terme, ça sera normal de le faire, mais aujourd'hui, ça ne l'est pas encore, surtout dans un contexte où il n'y a pas toutes les filières qui sont mises en place. Donc, il y a aussi ce petit détail à rajouter qui est que c'est important de se doter d'experts, BE ou AMO, mais aussi que l'architecte a son rôle à jouer sur le sujet du réemploi. Et si on dézoome un tout petit peu quand même là-dessus, c'est que ça nous paraît normal à toutes tous de parler de la rémunération de la maîtrise d'œuvre en termes de pourcentage du montant des travaux. Et là, il y a quelque chose qui est absolument absurde, c'est-à-dire on rémunère les gens à la quantité de matière qu'ils mettent en œuvre. Globalement, le montant des travaux, plus vous mettez en œuvre de matériaux, plus votre montant de travaux est important. Et on est dans un monde où on nous dit qu'il faut consommer moins de matière, mais vous allez être bien payé si vous en consommez plus. C'est complètement absurde. C'est comme de se dire, on voudrait vivre dans un monde où la nouvelle économie n'est plus linéaire mais circulaire, mais on va continuer à quantifier les impacts de ce monde-là avec une notion qui est le PIB, qui est la création de valeur ajoutée, donc la dépense d'argent et d'énergie. Et en plus de ça, le système de quantification qui est le PIB, il quantifie tous les impacts négatifs, notamment les pollutions, qui, elles, génèrent de la valeur ajoutée parce que les entreprises de dépollution mettent de l'énergie là-dedans. Donc il n'y a aucun moment où on se dit tiens, les modes de rémunération ne sont pas les bonnes et les modes de quantification de ce qui est bien ou pas bien ne sont pas les bons. Et notre société entière repose là-dessus et notre activité ou nos gagne-pains à nous, architectes et maîtres d'œuvre, reposent aussi là-dessus, sur un système de rémunération qui est antinomique avec les problèmes qu'on essaie de résoudre. Mais c'est normal, on ne se pose pas de questions, quoi. On continue comme ça, tout va bien. Mais alors, quels sont les leviers pour justement passer à cette économie Typiquement, circulaire ? on pourrait, je sais pas, j'ai pas trop réfléchi à ça, je le fais en direct et je vous propose, parce que le principe d'une table ronde, c'est aussi qu'on interagisse. Donc, si vous avez des idées, partagez-les nous avec grand plaisir. Une des solutions qui pourrait être envisagée, c'est de dire, OK, pour le projet donné, de la même manière qu'on estime le coût travaux, on pourrait estimer l'impact environnemental d'un projet équivalent théorique et de dire pour chaque kilogramme de CO2 évité ou de matière évitée, ou si le projet livré est moins cher que ce qui était prévu, et la différence, on gratifie la maîtrise d'œuvre sur l'économie carbone, l'économie monétaire et ainsi de suite. Oui, bonjour à toutes et à tous. Il y a aussi, ce qu'on disait, c'est valoriser la matière grise et le diagnostic
Et ça, on sait le faire sur du bâti ancien, mais il faut aussi l'appliquer sur des bâtiments en béton. Et on l'a vu au moment de la visite du chantier de l'école de Lavoisier, où en fait, il n'y avait pas eu de diagnostic de fait sur le béton. D'où, d'un seul coup, mince, les fers à fleurs et on a un surcoût. Donc ça, si on avait fait ce diagnostic du bâti, de la structure avant, on pouvait l'intégrer. Voilà, donc c'est tout ce travail-là qui doit être rémunéré en amont des projets. C'est un peu la mauvaise lecture du code de la commande publique qui dit bien pas le moins 10 ans, mais le mieux 10 ans. Alors pour parler des diagnostics structure et des diagnostics béton sur Lavoisier, ils ont été faits, mais force est de constater que le moins 10 ans avait été choisi, que le diagnostic n'était pas allé aussi loin, et c'est vrai qu'on a récupéré un peu ce sujet en phase chantier. Moi, je suis assez partante je veux dire, pour mes maîtres d'ouvrage, d'aller sur une valorisation de gain carbone pour étalonner vos honoraires. Je trouve que c'est assez... c'est vrai qu'il faut venir sur des nouveaux systèmes, des systèmes ingénieux. En fait, on parlait des 6%. C'est vrai que nous, quand on ouvre des plis de maîtrise d'œuvre, des fois, on fait un pas en arrière parce qu'on va des fois du simple au double. Donc on sait qu'on ne va pas proposer la même chose à la maîtrise d'ouvrage. Enfin, en tout cas, les maîtres d'ouvrage sont assez intelligents pour constater que quand on passe du simple au double, c'est qu'on n'achète pas la même chose. Et pour revenir au fait d'inscrire une ligne d'honoraires supplémentaire dans un bilan quand on parle de réemploi, je le redis, moi, ça n'a pas été un obstacle dans les cas que j'ai eu à accompagner, parce que en effet, volontairement, le maître d'ouvrage, quand il va vers le réemploi, il a cette volonté. Donc, il sait qu'il va prendre un risque et que pour encadrer, entre guillemets, ce risque, il faut qu'il soit accompagné. Et de ce présupposé-là, il est capable d'entendre qu'il y a des honoraires en face. C'est des fois un peu dur de l'entendre, de le voir. C'est pas encore normalisé, c'est pas encore tout le temps dans nos lignes de bilan, mais ça va venir. Voilà, en fait. Il y a une question. Non. Bon, en tout cas, on voit bien que du côté des maîtres d'ouvrage, il y a une évolution des compétences, d'une prise de conscience et peut-être plus encore du côté des promoteurs privés. Je pense aussi que pour les promoteurs privés, c'est pas forcément évident sur cette question du réemploi. Tiffaine, vous m'aviez dit l'autre jour qu'un promoteur avait refusé des carreaux de terrazzo noirs au motif qu'ils ne rentraient pas dans le cahier des charges de vente. C'est vrai qu'un promoteur doit aussi vendre ses logements sur des images et qui doivent être fidèles à la réalité. Donc, comment on peut aussi faire avancer de ce côté-là, du côté de la promotion immobilière privée? Est-ce que vous voyez? Alors, c'était pas la promotion immobilière privée. C'était de l'accession sociale publique. Mais bon, ça reste de l'accession. Voilà, déjà juste comment ça se fait qu'on n'arrive pas à changer les lignes du cahier des charges de vente. Et en fait, ça rejoint aussi la notion qui était, je ne sais plus dans quelle présentation, sensibiliser les futurs acquéreurs, et qui est un sujet que souhaite traiter la FAB prochainement. Finalement, c'est partir aussi avec des personnes qui sont sensibilisées au sujet et qui vont faire un choix une fois qu'ils ont aussi compris les enjeux de la démarche. Si quelqu'un ne veut pas un sol noir, soit, mais peut-être qu'une fois qu'on lui explique d'où il vient, quelle est l'histoire, que c'est beaucoup plus qualitatif que les carreaux en grès cérame qu'on vend aujourd'hui, et que esthétiquement ça peut avoir aussi quelque chose d'un très beau rendu, peut-être qu'il l'acceptera, le futur acquéreur. Donc là, ce qu'on a eu, c'est un refus non d'emblée parce que ne cochait pas la case dès le départ, et il n'y a pas eu de questionnement derrière sur comment on peut faire évoluer le cahier des charges de vente. Je pense qu'à force, il y avait beaucoup d'autres sujets pas sur la table, donc on ne pouvait pas faire bouger tous les curseurs partout. Donc la maîtrise d'ouvrage a décidé de mettre un nom ferme sur ce point-là. Peut-être qu'à une occasion prochaine, on saura mieux anticiper pour dire dès le début, nous, si on part avec vous, il faut qu'on ait aussi une maîtrise du cahier des charges et peut-être l'assouplir, laisser, dire que c'est un sol dur, éventuellement des carreaux, mais pas forcément mettre une couleur.
Oui, pour compléter sur la question des opérateurs privés, en effet, c'est pas ces acteurs-là qui ont plus de facilité en effet à se positionner sur le sujet. Alors il y a plusieurs choses sur lesquelles on peut les accompagner. Déjà, il y a déjà sensibiliser les élus au fait que l'imprévisibilité dont on parlait, la flexibilité qui était évoquée tout à l'heure, ça peut imposer de faire varier l'esthétique et de la faire évoluer au fur et à mesure du projet, donc via des permis de construire modificatifs. Et donc nous, en tant qu'aménageurs, il y a vraiment à sensibiliser les élus pour que les opérateurs aient un peu de marge de manœuvre sur le sujet. Il y a la question aussi de faire évoluer leurs pratiques en termes d'acquisition des matériaux, c'est-à-dire qu'ils ont le souci de devoir acquérir, ils nous ont un peu interpellés sur le fait que ça pouvait supposer pour eux d'acquérir des matériaux beaucoup plus tôt que prévu dans leur processus habituel, avec la question du coup du stockage aussi que ça implique. Donc il y a vraiment cette... là c'est une évolution des pratiques à encourager en tout cas, et un accompagnement sur la question de la pré-réservation, du stockage, et à des coûts qui leur permettent de considérer qu'ils ne prennent pas un risque trop important. Puis il y a aussi le fait quand même que quand on leur demande aujourd'hui de se positionner sur des prescriptions, de travailler sur de la RE seuil 2025 ou seuil 2028, quand même le réemploi, c'est quand même un gain important, puisque quand même ça coûte pour zéro en termes de poids carbone, donc ça c'est quand même une incitation. Et puis il y a aussi le fait de leur dire que finalement, alors ok, ils ne vont pas sans doute faire d'économie avec le réemploi. Alors oui, en termes d'études, ça peut coûter plus cher, mais ce n'est pas nécessairement plus coûteux non plus en termes de travaux. Donc voilà, je pense qu'il y a... après, c'est aussi le rôle des AMO réemploi, et c'est pour ça que c'est important qu'ils soient à leur côté et aux côtés des architectes. Mais voilà, il y a quand même quelques leviers dans les discussions. Et pour aller juste dans votre sens, nous, on travaille actuellement avec une maîtrise d'ouvrage, donc un promoteur privé, sur une gamme de matériaux de réemploi. En fait, le problème, c'est pas de mettre du réemploi, c'est de laisser le choix au client d'acheter ce qu'il veut. Et aujourd'hui, quand on regarde un peu le monde dans lequel on vit, acheter seconde main, réemploi, d'occasion, bio, écolo, machin, je suis tout à fait pour, je caricature exprès pour animer cette discussion, c'est un argument marketing. Et les promoteurs se saisissent aussi de cette idée de dire, parmi nos clients, peut-être certains viendront vers nous parce qu'on est un promoteur plus green que les autres, et donc proposer une gamme de produits réemploi qui n'a peut-être pas les couleurs auxquelles on est habitué tous les jours, mais qui a d'autres avantages, notamment d'être plus verte pour le coup en termes d'impact carbone notamment, et ça peut être un argument de vente, et ça peut intéresser certaines personnes qui sincèrement sont contentes ou même ont la volonté d'acquérir un bien immobilier qui a un moindre impact jusque dans les finitions de leur logement et le choix des sanitaires, du carrelage et autres. Donc les promoteurs, nous, avec lesquels on travaille et qui s'intéressent au sujet, se disent on va proposer une gamme, c'est une option, c'est une solution qui peut peut-être d'ailleurs être mixée avec des solutions en neuf, et on va laisser la liberté à nos clients de pouvoir être moins impactants en termes environnementaux au moment de l'achat de leur bien immobilier. Et la deuxième chose, qui était la question d'avancer les fonds, effectivement, ça pose souvent une question de à quel moment est-ce que le promoteur doit acheter ces matériaux. Et là-dessus, il y a quand même le moment du dérisquage financier dans une opération immobilière de promotion privée, c'est le dépôt du PC. Avant le dépôt du PC, tous les fonds investis sont potentiellement investis à perte si vous n'obtenez pas votre PC. Une fois le PC déposé, c'est très dérisqué. Et à ce moment-là, on commence à se dire que c'est possible d'engager des fonds puisque l'opération va se faire. Et jusqu'il y a encore quelques mois, on savait qu'on allait vendre nos logements. Voilà, et puis donc la première étape c'est sûrement le PC, et la deuxième étape c'est clairement quand vous êtes en VFA le taux de vente des logements. Mais il y a plein de stratégies, plein de solutions à inventer et qu'on peut encore inventer pour y arriver. Et vous avez une troisième étape de dérisquage, c'est ça? Il n'y a pas de hiérarchie, les deux comptent. Oui, absolument. Les deux comptent, et moi je pense qu'il y a des interlocuteurs lors de la prescription, c'est important qu'il y ait ce qu'on appelle un cahier des charges, en quelque sorte, qui est examiné, donc pour examiner les PC, et une fois les PC, ils sont examinés aussi par des services d'urbanisme. Et ce sont des gens qu'il faut absolument mobiliser, sensibiliser, etc. Donc ça fait partie de la foi du CAUE, donc le CAUE est particulièrement bien placé pour être un partenaire incontournable, alors qu'il est superbement snobé un certain nombre de fois dans l'affaire. Et ça, c'est, à mon sens, très, très important. Donc, le matériau, moi, je serais une tuile, moi, un truc comme
ça, je ne serais pas content de me faire traiter de matériaux. Hein, donc, c'est désobligeant. Donc, c'est à la hauteur du mépris à l'égard desquels, de notre mépris pour les choses qui ont déjà servi. Et on ne se donne pas la peine de savoir ce que c'est. Donc, je crois que ça a été souligné, mais assez vite. Moi, je pense que c'est une étape vraiment très, très importante. C'est de savoir l'état des lieux. Et là où ça se trouve. Et c'est de la matière pour construire tout ça. De la matière, pas grise, mais de la matière, c'est de l'intelligence qui n'est pas artificielle. C'est qui est faite avec du travail, de la mémoire, etc., de la connaissance, de la patience, donc, et d'autres intervenants donc, dans l'affaire. C'est très, très important. Et je pense aussi qu'il faut effectivement sensibiliser les élus, parce que c'est eux qui sont en tête de l'affiche. Hein, donc, mais tout derrière l'élu, ça ne vaut rien s'il n'y a pas derrière des professionnels territoriaux, à la fois pour les démarches administratives, parce que c'est aussi un cheminement administratif pour quand on est bénéficiaire de la transformation de, je sais pas quoi moi, du bâti ou de l'espace, etc. Donc, c'est ça que je voulais dire. Hein. Et c'est pas les choses qui sont l'une ou l'autre, c'est tout est dedans, c'est compliqué, c'est comme notre vie. Il faut qu'on assume tout, le haut et le bas. Hein. Donc, merci. Vous ne vous êtes pas présenté. Et non, je suis un vieux. Ah. Donc, je suis là, j'ai été élu local, autant où il y avait des inondations, parce qu'ici on est dans un image. Ah, pardon. Bon, voilà. Merci. Parce que les inondations, c'est quand même normal dans le lit majeur d'un fleuve, donc ce n'est pas une surprise, surtout ici. Donc, et ce dont je suis le plus fier, c'est que j'étais parlementaire et qu'avec des petits camarades, on a créé l'Association nationale des villes d'art et d'histoire et des villes à secteur sauvegardé et protégé, qui s'appelle, maintenant l'appellation a été regroupée pour sites et cités remarquables. Merci. Donc, et c'est très important pour mettre en place et en débat les différents acteurs de ça. Ça date de 2000. Alors, on a justement vu, on a fait un peu le tour des acteurs. Par rapport aux matériaux, on a quand même l'impression qu'il y a des matériaux de réemploi qui sont meilleurs candidats que d'autres. Et j'ai l'impression que, je pense que ce n'est pas qu'une impression, mais tout ce qui est matériaux structurels, matériaux de clos couverts, matériaux soumis à une réglementation incendie, ça semble, en tout cas, tout ce que vous nous avez montré ce matin, on est plutôt dans du réemploi déclassé, c'est-à-dire qu'on voit des tuiles, et les tuiles, elles ne vont pas resservir à la couverture parce que les performances, la caractérisation des matériaux n'est pas forcément respectée. Et donc, on voit comment vous le réemployez d'une autre manière. Donc voilà, c'est une question qui s'adresse aussi, on est loin, on aurait pu se réunir d'ailleurs. Moi, tout le déroulé, je partage, sauf peut-être sur la notion de structurel qui, en fait, est un des réemplois quand même qui existe aussi depuis très 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 longtemps. Les matériaux de structure et porteurs. Donc, quand on parle, là, on est entouré de pierres, par exemple. Aujourd'hui, c'est plus dur parce que compliqué à déconstruire, très chronophage, on va dire. Mais la structure type bois, charpente, ou structure métal sont des matériaux et des produits qui sont finalement réemployables. La seule peut-être chose qu'on peut généraliser, c'est de se dire, par précaution, c'est essayer de partir sur des choses en effet surdimensionnées pour pouvoir rassurer toute la chaîne d'acteurs derrière. Même si aujourd'hui, un charpentier bois qui a toujours travaillé dans la rénovation et la restauration saura très bien calibrer les poutres qu'il récupère et aussi les qualifier. Et pour le structurel métal, en réalité, c'est un matériau qui est, sauf à ce qui se corrode évidemment, mais qui est quand même infini dans le temps et qui a des résistances structurelles qui sont là de manière ad vitam aeternam, sauf à ce qu'on constate qu'il ait eu une modification dans sa forme. Donc au final, on sait qu'un tel métal fait avec telle composition et telle section, on sait ce qu'il porte en réalité. Mais par précaution, on va toujours essayer de prendre plus large pour avoir plus
plus de certitude et rassurer les assurances, les bureaux d'études, etc. On en parlera cet après-midi. De ce côté-ci, souhaitez-vous témoigner de... Peut-être qu'Adeline aussi, vu dans le Bricothèque, vous avez sans doute aussi une vision de ce qui est plus réemployé. Non, mais globalement, c'est vrai que peut-être que je travaille un peu à Paris, donc à Tramuros, où le patrimoine, on touche très peu aux grosses œuvres, entre guillemets. On a pu le faire, entre autres, sur la caserne Excellence, sur des reprises de charpente, et où on a pu, en retirant des poutres, recréer d'autres locaux de service. Voilà. Mais ça reste des locaux de service. Je ne pense pas qu'on ait l'accord des bureaux de contrôle, des bureaux d'études pour dire que demain, ça devienne des locaux d'habitation. Voilà. Donc ça reste compliqué. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la vraie réemploi, réutilisation, c'est sur le second œuvre. Alors nous, on a un nombre inconsidérable, par exemple, de porte-palières en bois, voilà, qu'on recycle maintenant systématiquement et qui vont aussi dans nos projets neufs pour faire du mobilier meublant. C'est les placards dans les chambres, c'est remettre aussi des portes dans les caves qui, elles, ont disparu. Bon, voilà. On est plutôt sur du second œuvre, il faut être clair, que de dire qu'on récupère des éléments structurants. Après, moi, je suis impatiente d'entendre cet après-midi ces questions d'assurance, où là, clairement, je pense que là, il y a une vraie révolution à faire, je suis désolée, pour le monde des assureurs, parce que c'est vraiment très, très compliqué, que de temps en temps, je finis par dire à mes équipes, on ne va rien dire, parce qu'autrement... Oui, c'est ce que vous m'aviez dit. Quand vous faites en réhabilitation, vous ne dites plus que vous faites du réemploi, c'est ça, quand vous intervenez dans les... Non, mais ce qui est incroyable des fois, c'est parce que quand on vient juste récupérer des porte-palières, qu'on reconditionne pour faire du mobilier, tout à coup, ça devient presque un risque bâtimentaire. Donc, voilà, je pense qu'à un moment, il va falloir quand même qu'on s'accorde sur ce qu'on déclare, ce qu'on ne déclare pas. Donc l'autre jour, peut-être anecdotique, mais sur un chantier en cours, une réunion auquel je ne participais pas, mais j'ai eu écho, les assurances étaient là, et tout simplement ce qu'on refaisait, on récupérait tous les parquets pour remettre ces parquets dans les pièces reconfigurées, qu'on réutilisait pas mal d'éléments, et là, les assureurs nous sortaient des surprimes pour risques. Mais depuis toujours, dans n'importe quel appartement, tout le monde récupère des lattes de parquet pour venir compléter, sans se poser la question de l'assurance. Donc, je pense que là, il faut vraiment aussi qu'il y ait peut-être une médiation entre nous tous, là. Ça finit par coûter très très cher quand même. Hein, voilà. Oui, c'est le nœud de la guerre, on a l'impression. Je vais juste prendre la parole sur le côté donc, de l'expérience qu'on a sur le côté plutôt particulier. Nous, ce que je disais tout à l'heure, c'est notre clientèle, en tout cas pour la vente, est essentiellement particulier. Donc, mais je vous rejoins aussi sur les matériaux. On va plutôt vendre des matériaux de seconde œuvre. Voilà, même si on ne sait pas vraiment ce que vont devenir ces matériaux en tant que tels, puisqu'on pas comme vous, on n'a pas un projet à suivre. Le particulier fait ce qu'il a envie de faire avec ce qu'il a acheté. Il n'y a plus forcément les questions assurantielles derrière. Et encore que, voilà, la question peut aussi se poser. Mais en tout cas, ce qui fonctionne plutôt bien, ce que je disais tout à l'heure, c'est tout ce qui est aménagement extérieur, tous les pavés, dallage, les moellons, les pierres de taille, les tuiles également, même si effectivement il y a un côté où on ne sait pas exactement la qualité de la tuile qu'on revend, ça on ne la connaît pas. Et il y a plein de points d'amélioration à apporter sur ce projet test. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, parce que j'étais très très vite, tous les matériaux sont vendus au poids. Donc on a une grille de tarifs en fonction du matériau, avec une déclinaison aussi en fonction de l'état du matériau. Voilà. Et on peut aussi avoir des lots de matériaux neufs. Donc voilà, il y a des choses qui sont plutôt sympas. Le carrelage, on pense que c'est une bonne idée, mais en fait c'est très compliqué à remettre en circulation, à moins d'avoir le carrelage voilà, qui va bien avec les codes du jour et la quantité qu'il faut aussi, ce qui n'est pas forcément facile à avoir. Le bois est beaucoup demandé également. Nous, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de bois qui arrive. Enfin, on a beaucoup de bois qui arrive, mais avec beaucoup de clous, avec beaucoup de préparation. Pour remettre en état, pour avoir une vente plus qualitative. C'est des choses pour l'instant qu'on ne peut pas faire par manque de temps. Sur le projet, j'ai une personne qui est à plein temps et un temps partiel sur la collecte et la logistique, sachant qu'on a 3 demi-journées de vente par semaine uniquement, parce qu'il faut aussi avoir le temps de tout réapprovisionner,
Enfin, voilà, et puis lancer le projet aussi. Et juste pour terminer, j'en profite pour terminer la petite présentation. L'idée du projet test, donc là, il est mené en interne par la collectivité à 100%. L'idée, c'est qu'on puisse proposer en fin d'année 2024, oui, on est 23, 24, un projet V2 où on puisse trouver et donner, entre guillemets, le package à un collectif, à une association, à un porteur de projet qui voudra se lancer avec la collectivité, forcément aussi en soutien, parce qu'on sait que ce genre de projet, clairement, voilà, le développement économique, il est loin d'être facile, mais il y a plein d'autres prestations qui sont à annexer à ça pour faire rentrer de l'économie dans la durabilité du projet. Voilà. Et peut-être pour résumer la question de structure vs second œuvre, il y a plus de projets aujourd'hui qui mettent en œuvre du second œuvre. C'est pas une question de faisabilité, c'est-à-dire est-ce que techniquement c'est possible de réemployer de la structure? Oui, c'est purement et uniquement une question de confiance. Il y a moins de maîtres de maîtrise d'ouvrage qui ont confiance et qui demandent à leur maîtrise d'œuvre de le faire, moins de maîtres d'œuvre qui ont confiance et qui décident de le faire, qui proposent à leur maîtrise d'ouvrage, et moins d'assureurs qui ont confiance et qui acceptent d'assurer. Mais en soi, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire aujourd'hui, on met des plaquettes de frein d'occasion sur nos bagnoles, on roule à 130 avec et personne ne se pose de questions, parce qu'à un moment donné, on a attribué notre confiance au marché de la pièce détachée automobile. Et pourtant, on prend un certain nombre de risques quand on fait ça. Et donc, c'est vraiment pas une question de faisabilité. On a réussi à envoyer des gens sur la Lune. On devrait être capable de réemployer des briques, des parpaings et des éléments de structure. Normalement, d'un point de vue mathématique, ça fonctionne, quoi. Donc, c'est exclusivement une question de confiance et de maturité du marché. Et le projet après projet, démonstration après démonstration, ça deviendra une norme, on le fera, on ne se posera même plus la question. Et donc voilà, question de confiance. Oui, parce que tu disais que justement sur la question du volet réglementaire, il n'y a pas tant de freins que ça. Enfin, il n'y a que 1% des règles qui s'appliquent au réemploi. Enfin, est-ce que tu peux revenir là-dessus en disant que finalement, ce n'est pas tellement les règles qui bloquent l'usage du réemploi? Donc, la grande question, c'est la question de la norme. On a l'impression d'être tous freinés par la norme. Et il faut différencier la part des normes qui a un caractère réglementaire, donc qui nous est imposée par la loi, et celle-là, je vous encourage à les respecter, sinon vous allez avoir des gros problèmes. Et puis, il y a la part de la norme qui vous est imposée contractuellement. C'est-à-dire quand on fait référence à une norme dans un CCTP, les entreprises doivent respecter cette norme parce qu'elle est écrite dans le CCTP. Ça ne veut pas dire qu'elle est obligatoire au sens du droit. Et elle peut être imposée par l'assureur aussi. Mais donc il y a 99% des normes. Vous avez 1% qui a un caractère obligatoire au sens réglementaire du terme, qui sont globalement les normes accessibilité et les normes incendie. Et on comprend pourquoi elles sont obligatoires, c'est qu'elles jouent un rôle très important dans la protection des personnes. Et après, vous avez les 99% restants des normes qui ne nous sont imposées que contractuellement, et jusqu'à preuve du contraire, un contrat, c'est un accord entre deux parties. Et si je n'ai pas envie de signer un contrat parce qu'il ne me convient pas, je ne le signe pas, et je peux même le négocier et demander à ce qu'il soit adapté. Donc on peut retirer du champ de nos contrats la référence à certaines normes, ce qui nous permet d'ouvrir tout un champ des possibles important. Première chose. Deuxième chose, à ma connaissance, les normes ne différencient pas un matériau neuf d'un matériau d'occasion. Les normes font référence à des mises en œuvre, notamment les DTU. Elles ne font pas référence aux matériaux, et elles font référence éventuellement à des niveaux de performance des matériaux. Mais ce niveau de performance, j'en reparlerai tout à l'heure et je vous expliquerai comment on répond à ces questions et comment on formalise la réponse à ces questions auprès des bureaux de contrôle cet après-midi. Mais ce qu'on fait nous au quotidien, c'est de dire voilà ce qu'on demande comme niveau de performance en neuf, et voilà comment on propose de vous démontrer que le matériau en réemploi a le même niveau de performance, ou au moins un niveau de performance équivalent. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez mettre en œuvre n'importe quoi, des éléments de structure, des éléments de seconde, n'importe quoi. Il y a une question de responsabilité, de partage de responsabilité. Encore faut-il que le bureau de contrôle accepte cette méthode, que l'assureur accepte cette méthode, mais aujourd'hui ça fonctionne. On n'a jamais eu de refus d'assurance sur aucune de nos opérations et jamais eu de surprime sur aucune de nos opérations. Vous vouliez réagir de l'autre côté? On va bientôt...
Je vois que l'heure tourne. On va peut-être... On est d'accord, mais c'est un peu le monde rêvé parce qu'aujourd'hui, on est quand même. Enfin, moi, je suis désolée. Je veux dire, c'est de l'argent public et je suis redevable, au quotidien, de me dire que ce qu'on engage derrière, je suis capable de prouver que j'ai les bonnes certifications, les bons labels, que la dommage ouvrage c'est bon, que le contrat, j'ai pas de prime de surprime à payer et que le bureau de contrôle valide. Parce que le jour où il y aura un problème, on saura nous trouver. Enfin voilà. Donc tout ça, ça serait. Je suis d'accord, mais en même temps, dans la réalité, c'est juste quotidien impossible, sur toutes les opérations. On fonctionne comme ça, on a toujours l'aval du bureau de contrôle, on a des RICT qui sont sans observation et on livre des opérations sur lesquelles on n'a aucune réserve de la part du bureau de contrôle, sinon on ne les livrerait pas. C'est juste qu'il faut des process précis et qu'on applique et qui sont acceptés par tous. Et de plus en plus, c'est le cas. Oui, on va s'arrêter là. On reprendra cet après-midi. Merci pour votre belle concentration. Merci aux intervenants, grand merci, et aux prises de parole. Et on se dit à 14h.